Jacobs Holding, ce groupe s'est engagé dans un vaste programme d'investissement en Afrique de l'Ouest, investissement évalué à 20 milliards de francs CFA. Ce matin, s'est ouverte ici à Abidjan la table ronde des partenaires au développement du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Au programme de cette rencontre, la présentation partenaire des besoins en eau potable pour soulager les populations. Le président américain Barack Obama est arrivé à Dakar au Sénégal, première étape d'une tournée africaine qui le conduira ensuite en Afrique du Sud et en Tanzanie cet après-midi. Le président américain s'est rendu sur l'île de Gorée. L'Afrique du Sud retient son souffle parce que le ministère plane toujours sur la santé de Nelson Mandela qui est sous assistance respiratoire. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à cette demi-heure d'information. Dans ce 20h, vous aurez dans une quinzaine de minutes le dossier de la rédaction, comme tous les jeudis, dossier consacré à la situation de réadaptation de certains fonctionnaires malades. L'exemple d'un enseignant à la retraite anticipée depuis 2008 qui enseigne à l'Institut des aveugles de Yopougon grâce à la réadaptation à l'écriture braille. Ce dossier de la rédaction, c'est dans une quinzaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité en Côte d'Ivoire. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a échangé avec le président du groupe Jacobs Holding. Le docteur Andrea Jacobs s'est engagé dans un vaste programme d'investissement en Afrique de l'Ouest et en Indonésie. Le compte-rendu de Awa Touré. Le président de Jacobs Holding, Dr Andreas Jacobs, est venu entretenir le président de la République Alassane Ouattara des activités de sa filiale Barry Callebaut en Côte d'Ivoire. Barry Callebaut, numéro 1 mondial dans le secteur du cacao, a engagé depuis 2012 un vaste programme d'investissement pour améliorer la qualité du cacao et les conditions de vie des cacaoculteurs et promouvoir la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire à travers l'ouverture d'un centre d'excellence et des académies de planteurs pour une formation à l'agriculture moderne afin d'accroître la productivité. C'était mon premier rendez-vous avec Monsieur le Président de la République. Nous avons beaucoup d'intérêts ensemble. Ça commence avec la Côte d'Ivoire. Notre compagnie Barry Callebaut supporte la Côte d'Ivoire il y a 50 ans. Nous sommes ici avec la compagnie Sako. Aujourd'hui, nous avons une capacité de coco de 200 000 tonnes. Alors, nous sommes le plus grand transformateur à la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous avons parlé de la qualité de coco, comment augmenter la qualité pour augmenter les prix, pour améliorer la vie des paysans, pour augmenter la qualité de vie. Le groupe Barry Callebaut est présent en Côte d'Ivoire depuis 1964 à travers la société Sako, très active dans le secteur de la transformation du cacao. Le président Alassane Ouattara était récemment au Cameroun où il a participé au sommet consacré à la piraterie maritime et en marge de ce sommet, le chef de l'État a accordé une audience au docteur Paulin Edon, directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le point avec notre envoyé spécial Jérôme Kofi Aboulin. Directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, c'est à ce titre que le docteur Paulin Edou a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, à son hôtel lors de son séjour au Cameroun. Un échange d'environ 30 minutes, le directeur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a fait part au président de la République de sa volonté de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire m'a fait l'honneur de me recevoir. Nous avons échangé avec lui sur des questions en rapport avec le développement et en particulier des questions se rapportant à la contribution de la propriété intellectuelle au développement de la Côte d'Ivoire. Vous savez que le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant de longues années dans les organisations internationales, qui a une expérience avérée en la matière et nous avons partagé avec lui les opportunités qu'offre la propriété intellectuelle en matière de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Par exemple, nous avons abordé la question du cacao. 60% du cacao mondial
est produit par la Côte d'Ivoire et le Ghana, alors que les industries de transformation du cacao se trouvent en Suisse. Donc il est question de favoriser la mise en œuvre, l'exploitation locale du cacao pour donner plus de valeur ajoutée au cacao. C'est un des exemples de choses que nous avons traitées. Mais je voudrais également dire qu'en ce qui concerne son Excellence le président Ouattara, nous avons recueilli auprès de lui un certain nombre de conseils pour la bonne marche de l'organisation. Nous avons abordé la question de la construction du centre de documentation de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire et nous allons voir dans quels moyens l'OAPI peut construire assez rapidement ce centre de documentation à Abidjan. Et sur place au Cameroun, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Le président de la République a exhorté ses compatriotes à s'inscrire dans le processus de reconstruction économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu complet de Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial au Cameroun, dans nos prochaines éditions. Ce matin s'est ouverte ici à Abidjan la table ronde des partenaires au développement du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Et au programme de cette rencontre, la présentation aux partenaires des besoins dans le domaine de la couverture nationale en eau potable. Il faut souligner que des projets ont déjà été réalisés avec le soutien du programme présidentiel d'urgence. Des précisions avec Hugues Hervé Blé. Aidez-nous. On souffre à faire de l'eau, on souffre. On a les enfants sur le dos, on peut pas arriver loin. Et les enfants, on souffre et les enfants là. Sensible à ce cri de cœur, le gouvernement ivoirien l'est. Il s'emploie à trouver les solutions aux graves dysfonctionnements dans l'approvisionnement en eau potable des populations. La table ronde des partenaires au développement du secteur de l'eau potable qui répond à cet objectif va durer 2 jours. L'occasion pour le gouvernement ivoirien d'exposer ce qui a été fait et continue d'être fait avec les moyens de l'État, notamment le plan d'urgence présidentielle PPU. La table ronde est surtout l'occasion pour le gouvernement d'expliquer à ses partenaires au développement qu'il a besoin d'être soutenu dans l'engagement qu'il prend d'offrir à tous de l'eau potable. À titre indicatif, les projets de réhabilitation, de renforcement du système d'approvisionnement en eau des villes pour l'année 2013 se chiffre à 65 milliards 699 millions de francs CFA, dont 47 milliards 849 millions pour la part bailleur et 17 milliards 850 millions pour la part de l'État. Plus globalement, on estime à 645 milliards de francs CFA les investissements à réaliser au minimum d'ici 2015 pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable dans notre pays. L'annonce des intentions de financement par les bailleurs est prévue pour ce vendredi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire espère un appui conséquent de ses partenaires pour offrir en quantité et en qualité de l'eau aux populations. Le taux de desserte à Abidjan est actuellement estimé à 66%. À l'intérieur du pays, 789 localités sont desservies en hydraulique urbaine sur 1194 éligibles. L'une des priorités des autorités ivoiriennes dans cette période de reconstruction post-crise, c'est bien évidemment l'amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire avec une police ivoirienne beaucoup plus professionnelle. Et pour atteindre cet objectif, l'État de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'Allemagne qui va apporter son expertise et des équipements à la police ivoirienne. Léon Brou nous en parle. Formation des agents de police, équipement de la police en matériel roulant et scientifique, installation d'unités de police scientifiques sur tout le territoire. Ces projets seront mis en œuvre sur la période 2013-2015. Ils font partie des actions à entreprendre pour mettre la police ivoirienne aux normes internationales. Des actions identifiées à l'issue de 2 jours de travaux avec la coopération allemande GIZ, volontaire pour accompagner la réforme du secteur de la sécurité. Une police qui est bien formée, qui est bien équipée, qui respecte les droits de l'homme, va aussi changer l'aspect sécuritaire d'un État. Donc, toutes les autres activités, soit économiques, démographiques, etc., peuvent suivre. La question du matériel, d'abord, c'est onéreux. Les maintenances de ces matériels, c'est également onéreux. Il faudrait, pour cette police scientifique,
un budget assez consistant pour pouvoir faire ses maintenances, pour pouvoir acquérir ses matériels, pour pouvoir faire le renforcement de ses capacités. Pour la mise en œuvre de ce programme dit de renforcement des capacités de la police ivoirienne, l'Allemagne va apporter en plus de son expertise, son appui matériel et financier pour un total de 1,5 million d'euros, soit environ 975 millions de francs CFA. L'État ivoirien devra trouver, lui, le cadre réglementaire et logistique pour mener à bien ce programme qui signe l'intensification de l'aide de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire en matière de sécurité depuis la création en 2009 de la police scientifique. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour le patron de la police de l'ONUCI. Jean-Marie Bourri vient donc d'achever sa mission. Il a passé 4 ans dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la représentation onusienne. L'État de Côte d'Ivoire lui a témoigné sa reconnaissance. Jean-Marie Bourri a été distingué dans l'ordre du mérite ivoirien. Le témoignage de Herman Niamien. 4 ans à la tête de la police de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, sanctionné par une distinction. Le commissaire divisionnaire Jean-Marie Bourri a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien par l'État de Côte d'Ivoire. Remettant cette médaille, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'officier français. Sous votre autorité, la police des Nations Unies en Côte d'Ivoire a joué un rôle déterminant pour la sécurisation des élections et le respect de la légalité. Son action dans le processus de retour de la paix en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale et son implication dans la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire sont fortement appréciés par le gouvernement. Le chef de la police de l'ONUCI s'est dit honoré par cette marque de considération, avant d'ajouter que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire s'est améliorée. Tous les pays sont touchés par la criminalité et la criminalité a toujours un temps d'avance par rapport aux forces de sécurité. C'est une course permanente et le climat sécuritaire s'est énormément amélioré depuis 2 ans. Le commissaire Jean-Marie Bourri s'est dit disposé à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire s'il est sollicité. L'opération de restitution des biens publics et privés illégalement occupés par les ex-combattants a démarré aujourd'hui à Willemville, dans la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan. Les ex-combattants ont restitué les cités universitaires et la CRS, la compagnie républicaine de sécurité. Il faut préciser que cette cérémonie marque le début de la restitution de tous les biens publics et privés illégalement occupés par les ex-combattants sur toute l'étendue du territoire. Ils occupaient les cités universitaires et la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville depuis la fin de la crise post-électorale en avril 2011. Ils, ce sont les ex-combattants démobilisés de la commune d'Adjamé. La normalité retrouvée, il est aujourd'hui question de restituer ces biens aux propriétaires. La cérémonie de restitution officielle a été l'occasion pour les pensionnaires d'exprimer leurs préoccupations. Je tiens à dire aux autorités, surtout le président de la République, qu'ils ne mettent pas seulement que l'accent sur les ex-combattants d'Abidjan, mais que les ex-combattants aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont pleinement fatigués. Ici, je vis avec ma femme, mes 2 enfants. Et bon, là où j'étais, ça a été saccagé. Donc je n'ai pas eu les moyens pour pouvoir me prendre au moins une entrée couchée. Les 314 ex-combattants recensés sur ce site ne quittent pas les lieux les bras ballants. Ils ont reçu chacun de la DDR, l'autorité, pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, des carnets d'épargne avec un montant initial de 800 000 francs CFA pour leur réintégration dans l'auto-emploi, notamment la plomberie, la menuiserie et la mécanique. Les autres sont en instance d'intégration dans les corps paramilitaires. Il est à noter que la DDR a demandé à ceux qui ont choisi les corps de métier à ouvrir un compte en banque. Elle a également recruté des structures spécialisées pour les encadrer et les former. Début de réalité, la restitution des sites va permettre d'accroître les capacités d'accueil des étudiants dans les cités universitaires et les policiers dans les camps. Les sites seront désormais sécurisés par la police nationale pour éviter d'éventuelles réoccupations.
Mais il faudra aussi, de la part de l'État, des efforts supplémentaires pour leur réhabilitation à cause de leur dégradation avancée. Cette cérémonie marque le début de la restitution des biens publics et privés illégalement occupés par les ex-combattants sur toute l'étendue du territoire national. Du 2 au 8 juillet prochain, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sera en visite dans le district des Savanes. Et sur place, dans ces régions, on prépare activement l'arrivée du président de la République. Direction Korogo avec notre envoyé spécial, Alvor Assa. Pour une réunion prévue entre les cadres, responsables d'associations, chefs traditionnels, responsables religieux, la réunion s'est transformée en une rencontre populaire. La salle du centre culturel a refusé du monde. Le maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, qui avait à ses côtés les cadres de la région et des membres du comité d'organisation de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au nord de la Côte d'Ivoire, ont apporté la bonne nouvelle aux populations de Korogo. La visite d'État donc du chef de l'État dans le nord de la Côte d'Ivoire à partir du 2 juillet. Le maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, invite chacun à faire de cet événement une réussite. C'est une vraie fête. Vous savez que depuis l'élection du président de la République, c'est donc maintenant qu'il vient donc à Korogo avec la première dame. Et il est venu plusieurs fois donc, dans cette région, comme vous le savez, et les populations sont très heureuses de pouvoir l'accueillir en tant que président de la République. Donc c'est une très grande fête qui voit donc, je dirais, l'aboutissement de tout un processus. Donc vous pouvez comprendre donc, la joie donc, forte qui est partagée donc, au niveau de l'ensemble donc, des populations. Toute la nation vivra donc, pendant cette semaine, donc, je dirais, cette fête de manière extrêmement profonde, de manière très profonde. Il a aussi informé les populations du parcours du président de la République dans la ville de Korogo pour inaugurer avec elle les travaux réalisés par le programme présidentiel d'urgence, le bitumage et l'éclairage des rues de Korogo. Rappelons qu'en plus de Korogo, le président de la République Alassane Ouattara se rendra à Mbengue, à Ouangolo-Dougou, à Kouto, à Tengrela, à Kong, à Bundiali, à Ferkessé-Dougou, à Diko-Dougou et à Sinimatiali. Une délégation du cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire a fait escale à Bundiali et à Diko-Dougou avec pour mission d'apporter soutien et réconfort aux populations en prélude à la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Patricia Oumou-Etia. Le président de la République et son épouse seront bientôt dans le district des Savanes. En prélude à ce grand rendez-vous, la première dame de Côte d'Ivoire apporte son soutien aux femmes, aux jeunes et aux enfants à travers des dons en matériel agricole, en matériel scolaire et en matériel de santé. La délégation conduite par Yao Patricia Sylvie, directeur de cabinet de la Première Dame, a fait escale à Bundiali. Pour la représentante de la Première Dame, aider les femmes et les enfants est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Pour l'image d'abord de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour nos enfants que nous aimons. Nous devons assurer un avenir pour nos enfants. C'est le message de votre sœur, Mme Dominique Ouattara. Elle dit que la place des enfants est à l'école. À Diko-Dougou, Yao Patricia Sylvie a offert au nom de la Première Dame du matériel agricole et du matériel pour les centres féminins et la maternité du département. Yao Patricia Sylvie a invité les populations à s'inscrire dans la lutte contre le travail des enfants, mission que s'est assignée la Première Dame Dominique Ouattara. Elle indique également que les dons de Dominique Ouattara s'inscrivent dans la politique de développement du président de la République. Bundiali et Diko-Dougou marquent la fin de la tournée des remises des dons de la Première Dame aux populations du district des Savanes. Et toujours dans le cadre de cette prochaine visite du président de la République, nos envoyés spéciaux sont déjà sur place pour assurer la retransmission des différentes étapes de cette visite. Thomas Nguessambi nous parle des dispositions prises par la Direction générale de la RTI. Après quelques infiltrations, quelques incursions de reconnaissance, stratégie militaire oblige, le gros du contingent des intrépides guerriers de la radio-diffusion-télévision ivoirienne prend d'assaut la cité du Poro, Korogo. Sous les ordres du commandant des théâtres des opérations, le général Yeo Adama, directeur général adjoint de la RTI, commandant les troupes, la mission est claire: boucler tout le nord ivoirien et donner un cachet de succès retentissant à la prochaine visite d'État
du président de la République Alassane Ouattara dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La RTI s'est déployée sur le terrain avec des grands moyens, des moyens très lourds. Nous avons environ 30 véhicules de type 4x4, 10 gros camions de transport. La radio également est venue avec du matériel pour se déployer sur le terrain. Donc nous voulons être présents et nous voulons faire vraiment, comme on le dit au nord, faire mousser la fête, la grande fête, parce que le président de la République va venir justement dans cette région. Nous disons à toutes les populations, ceux ou celles qui n'ont pas pu vraiment se déplacer, ils vont vivre l'événement comme ceux qui sont sur place. Sous le regard vigilant de plusieurs chefs de bataillon, les troupes s'installent. Des fantassins de la radiodiffusion au bataillon d'artillerie sol-air, la diffusion et la transmission, en passant par les blindés de la production et la réalisation, tous sont à pied d'œuvre pour se positionner. À eux s'ajoutent les détachements mobiles et les sections d'intervention rapide pour dissuader. Au quartier général, tout comme dans toute la ville, la RTI a pris position et n'attend que le début des événements pour une couverture de bout en bout. Savez-vous qu'ici, en Côte d'Ivoire, des dizaines de fonctionnaires sont mis chaque année à la retraite anticipée pour cause de maladie? L'objectif de ce dossier de la rédaction est de montrer que ces fonctionnaires ou agents de l'État, bien que diminués physiquement, peuvent toujours servir s'ils bénéficient d'une réadaptation. La preuve, notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un enseignant des mathématiques qui devait être à la retraite anticipée depuis 2008 parce que malade. Et il enseigne aujourd'hui à l'Institut des aveugles de Yopougon grâce à la réadaptation à l'écriture braille. C'est le dossier du 20h avec Victorine Yao Yoboué. Kofi Salah est enseignant de mathématiques depuis 1992, mais la vie de ce fonctionnaire va basculer 5 ans après. Sa vue déjà vacillante n'a pas cessé de baisser, il est devenu malvoyant. En 1997, Kofi Salah passe devant le Conseil de santé, structure de l'État chargée de déterminer l'aptitude ou l'inaptitude d'un fonctionnaire à servir. Après examen de son dossier, le Conseil de santé le déclare apte à servir, mais lui déconseille l'enseignement. Comme palliatif, on m'a dit qu'il faut être au bureau. En 2008, alors j'avais atteint mes 15 ans de service, donc me donnant droit à une retraite anticipée. Alors, j'ai dit, mais je vais sauter sur l'occasion. Kofi Salah se retrouve pour la deuxième fois devant le Conseil de santé qui doit décider de sa mise à la retraite anticipée. Il est reçu par le professeur Fanny Adama, ophtalmologue. Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Le professeur m'a dit ceci, M. Salah, je ne vous ferai pas du bien en vous donnant l'occasion d'aller à la retraite. Je vais vous faire apprendre le braille. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est le braille? Il dit, mais laissez-moi faire. Kofi Salah intègre alors la cellule de réadaptation et de réhabilitation des personnes atteintes de malvoyance et de cécité, créée en 2006 par le professeur Fanny Adama au service d'ophtalmologie du CHU de Trècheville. Son objectif, apprendre aux malvoyants et aux aveugles à vivre différemment grâce au braille et à la canne blanche. Et depuis que nous avons créé, nous avons récupéré des fonctionnaires qui auraient dû être à la retraite, avec ce que cela comporte de détresse morale. Parce que quand on est à la retraite anticipée, à 45 ans, on n'a pas la retraite proportionnelle. Donc le pouvoir d'achat est complètement, on va dire, diminué et ne suffit plus. Et ces personnes-là, nous avons pu les réinjecter dans la société à des postes de responsabilité en gardant leur pouvoir d'achat intact. 9 mois ont suffi à Kofi Salah pour connaître l'écriture braille et pour se déplacer seul. Vu ses progrès, l'éducatrice spécialisée qui l'encadre lui propose de reprendre son métier d'enseignant. Aujourd'hui, Kofi Salah a repris l'enseignement des mathématiques. Il est affecté à l'Institut national des aveugles à Yopougon. Sans aucun matériel didactique, le maître et ses élèves malvoyants produisent des résultats impressionnants. On a eu un volume et c'est une tirage. Ça va? Nos enfants et les professeurs que nous sommes, nous avons vraiment à cœur de réussir notre mission. Au point que, David qui est là, il est premier en mathématiques. Il est dit avec combien de moyenne?
avec 17 de moyenne dans son établissement à Newton. Yo, toi aussi tu es premier en mathématiques, n'est-ce pas? Et même premier des classes, avec combien de moyenne? 13,93. 13. Et en mathématiques? 15. 15. Nous avons affaire à des non-voyants, une certaine spécificité. Quand tu parles d'angle, un voyant, il suffit de faire le dessin, le schéma, et il comprend tout de suite. Un non-voyant, il faut toucher. Alors, on n'a pas ce matériel qui existe, mais nous n'avons pas parce que l'Institut n'a pas en son sein un collège. Donc, nous faisons du bricolage. Envoie ta main. Nous allons parler d'angle. Un angle, vous voyez, il y a ton avant-bras et ton bras. Alors, l'espace que je touche là, voilà, matérialise un angle. Et un angle est défini par un sommet qui sera ton coude et des côtés qui seront les demi-droites qui matérialisent. Dès que Davis a fait cette représentation dans son esprit, madame, c'est fini. Kofi Salah a eu beaucoup de chance. Ce n'est pas le cas pour plusieurs autres fonctionnaires qui passent chaque année devant le Conseil de santé. Nous recevons un peu plus de 500 dossiers par an. Et sur ces 500 dossiers, nous donnons une suite favorable à un peu plus de 100. Et nous n'arrivons malheureusement, du fait du coût élevé des prises en charge, à prendre en charge uniquement moins de 100 patients par an. Le Conseil de santé existe depuis 1973 et son président l'a dit, la mission de cette structure se limite à la prise en charge médicale des fonctionnaires malades, pas de réhabilitation en vue d'une éventuelle réinsertion. Alors qu'il suffit que l'État crée les conditions pour que ces hommes et ces femmes, pétris de talent, dont l'État a financé les études à grands frais, contribuent au développement de la Côte d'Ivoire au lieu d'être une charge pour leur famille. L'actualité à l'étranger au Mali, le capitaine Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État du 22 mars 2012 qui a précipité le Mali dans la crise, a demandé pardon au peuple malien. C'était au cours d'une cérémonie de réconciliation tenue au palais présidentiel à Bamako. Le président américain Barack Obama est arrivé à Dakar au Sénégal, première étape d'une tournée africaine qui le conduira ensuite en Afrique du Sud et en Tanzanie. Ils sont venus par milliers saluer leur invité. Première visite de Barack Obama au Sénégal depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'événement est historique. Le président américain est à Dakar en famille, accompagné de son épouse et de ses 2 filles. Après un tête-à-tête avec son homologue Macky Sall, devant les journalistes, il a justifié le choix de Dakar comme première étape de cette tournée en Afrique. Allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme, partenaire économique, le Sénégal est surtout une démocratie solide. La démocratie, ce n'est pas seulement le jour des élections, c'est aussi ce qui se passe entre 2 élections. Président Macky Sall, je vous félicite pour les ambitieuses réformes que vous avez engagées en matière de gouvernance démocratique. Plus d'ouverture, plus de transparence, plus de responsabilité. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est absolument indispensable politiquement et économiquement. L'emploi, le développement économique sont bien au cœur de cette visite. 5 ans après son élection, Barack Obama veut rattraper le temps perdu. Son message est clair, non, il n'oublie pas l'Afrique. Il promet d'investir, de construire des ponts, des routes, d'augmenter le volume des échanges commerciaux, occuper le terrain pour ne pas laisser le champ libre à la Chine. Même si tout cela arrive un peu tard, les Sénégalais veulent y croire. Son premier mandat, il l'a consacré aux États-Unis. Et maintenant, nous pensons qu'il va peut-être faire aussi quelque chose pour nous. Une coopération dont nous pouvons nous bénéficier, nous les Sénégalais, nous faciliter le visa pour nos enfants, les étudiants qui vont aux États-Unis pour étudier. Et sur place en Afrique du Sud, les populations retiennent leur souffle. Elles sont tout simplement inquiètes parce que le mystère plane toujours sur la santé de Nelson Mandela. Le président Jacob Zuma a même annulé son voyage prévu ce jeudi au Mozambique après avoir rendu visite à Madimba. À 21h, vous avez rendez-vous avec Broaka Pascal pour la présentation d'une nouvelle émission qui a pour titre «
Parlons franchement. Il parlera franchement avec son invité, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Ricardo Somon et supervisé par Sylvie Touré. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite de programme et surtout, excellente soirée.